Super, merci beaucoup, Pauline. Et ça me permet de garder le chat sur le côté. Ok. Donc, un petit rappel concernant les prochaines séances. Je te laisse faire, Pauline. Donc, vous voyez à l'écran les prochaines séances qui vont avoir lieu. Donc, dès jeudi, on a une session sur les assurances. Ensuite, vous aurez intégré son club dans son environnement local, la présentation du dispositif boosté ainsi que l'emploi au sein des clubs. Et pour finir, les stages, les mineurs en stage sportif et en compétition. Je viens de vous mettre dans le chat le lien pour vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore et que ça vous intéresse. Et sinon, vous aurez le lien une fois que je vous aurai envoyé la présentation à la suite du webinaire de ce soir. Merci beaucoup, Pauline. Donc, vous êtes tous et toutes bienvenus, plutôt tous que toutes d'ailleurs. Euh, pour rappel, la séance est enregistrée. Vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas. Soit on les traitera au fur et à mesure, soit on, on prendra un temps en fin de session pour répondre à vos questions. Et puis, merci de couper vos micros parce que sinon, on entend tous les bruits de chaises et de voisinage. Donc, vous nous connaissez, hein, on est les deux intervenantes habituelles de ces webinaires. Donc, je suis Cécile. Et puis, Je suis Pauline. donc, hop, Pauline prend de l'ampleur hein, sur tout le volet du développement et toutes les missions que je porte sur ce côté-là du développement, puisque je vais partir à la retraite en septembre. Voilà. Donc, de quoi on va parler ce soir? On va parler du bénévolat. Une petite définition des chiffres, les bénévoles mineurs, parce que ça arrive, les frais des bénévoles, les dons des bénévoles, les congés et la reconnaissance des bénévoles, la valorisation financière du bénévolat, et puis une deuxième partie sur l'éthique, la déontologie et la réglementation associative. Donc le bénévolat, il n'y a pas de définition juridique du bénévolat. Et bénévole, toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. Souvent, le temps familial, il est lié avec le bénévolat, puisque parfois, il y a des activités bénévoles qui sont aussi des activités familiales. On a des générations de bénévoles d'une même famille qui se succèdent sur une même association. C'est très, très fréquent. C'est aussi le fondement et le socle indispensable à la dynamique associative, vous le verrez avec les chiffres. C'est un capital humain, c'est la première ressource collective d'une association au service de son projet. Il n'y a pas de rémunération, on apporte du temps et des compétences à titre gratuit. On y apprend aussi beaucoup de choses. Hein, ce n'est pas seulement du don. On peut aussi avoir des apports qui sont importants quand on est bénévole parce qu'on apprend des choses. Il n'y a aucun lien de subordination juridique. Et puis, le bénévole respecte les statuts de l'association et les normes de sécurité dans son domaine d'activité. Donc, les chiffres, 24% des plus de 70 ans sont bénévoles. Un tiers des présidents d'associations en France ont plus de 65 ans. Ce qu'on peut comprendre, c'est très chronophage. Ça demande un peu d'expérience. Euh, et 24% des Français de plus de 15 ans sont bénévoles. Ce qui est un chiffre que j'ai trouvé élevé finalement. Et je me suis dit, ah, finalement, c'est bien. 31% des bénévoles s'investissent dans le sport. Les autres chiffres, je ne vous les livre pas. Voilà. Pour les mineurs, donc avant 18 ans, tout jeune peut adhérer librement à une association et s'y investir de façon bénévole. Avant 16 ans, il peut créer ou administrer une association s'il a l'autorisation de ses parents. Et entre 16 et 18 ans, un mineur peut créer ou administrer une association sans autorisation préalable des parents, mais les représentants légaux
devront être informés par courrier de cet engagement par un des membres de l'association. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais si au sein de vos conseils d'administration, il y a des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, donc qui sont mineurs, vous, en tant que autre élu, euh, vous devez d'informer ses représentants légaux, donc ses parents ou ses tuteurs. Alors, les frais, les remboursements de frais des bénévoles. Donc, les frais qui sont engagés par les bénévoles peuvent être remboursés à condition qu'ils correspondent à des dépenses réelles et justifiées, engagées pour les besoins de l'activité de l'association. Donc, tout le monde le sait, mais c'est bien de le dire. En même temps, un ou une euh, euh, trésorière ou trésorier de club ne rembourserait normalement pas des dépenses qui ne sont pas réelles et justifiées. Les sommes remboursées aux bénévoles par les associations ne sont pas imposables si elles respectent ces conditions de fourniture de justificatifs pour des actions pour des frais qui sont réels. Et l'association doit conserver les pièces justificatives et le cas échéant, les éléments qui permettent de reconstituer avec une approximation suffisante tous les frais qui sont exposés, les convocations, les comptes rendus, etc. Mais normalement, les secrétaires de club font ça très bien. Un bénévole peut donner à son association les frais qu'il a engagés. Et, et ce montant équivaut à un don. Et à ce moment-là, ça peut donner lieu à réduction d'impôt. Alors, je sais que Paul Thomas, qui est là présent, a une grande expérience de ce genre de situation, parce qu'on a eu un débat il y a quelque temps sur le rescrit fiscal et d'autres papiers qui sont nécessaires à ce genre de choses pour que l'association soit effectivement dans les clous. Je te laisse nous faire un retour d'expérience, Paul. Oui, il est important pour bénéficier des avantages fiscaux que l'association ait un rescrit fiscal. Donc, c'est une démarche à faire auprès des finances publiques. C'est pas simple. On peut avoir en retour de nombreux écrits, ça peut aller jusqu'à 10 pages, c'est incompréhensible, mais le tout, c'est de trouver dans le texte la partie qui dit ah, vous êtes éligible au rescrit fiscal. Et une fois qu'on a ça, bah, après, on peut utiliser. Merci, Paul. J'ai pas voulu aller plus loin sur l'écriture de cette histoire de rescrit fiscal parce que je me suis dit que peut-être on vous ferait une fiche spécifique, une fiche technique spécifique et que, alors peut-être pas tout de suite après le webinaire, mais dans les semaines qui vont venir, on vous donnera des éléments qui concernent ça. Peut-être, Paul, je me tournerai vers toi par rapport à ton expérience et ta connaissance de ces documents parce que moi, je suis pas dirigeante de club dans les Alors, faits. ça Et intéresse les bénévoles, mais ça intéresse aussi le club qui, s'il reçoit des dons, il faut qu'il puisse déclarer ses dons et puis donner les documents qui vont bien. Donc, le rescrit fiscal est intéressant dans les deux cas. donc là, vous avez merci, Paul. Là, vous avez les occasions, enfin les conditions dans lesquelles ce don peut exister. Donc, les frais doivent avoir été engagés en vue strictement de la réalisation de l'objet social de l'association en question, être dûment justifiés, et le bénévole doit avoir renoncé expressément à leur remboursement. Je donne un exemple qui est peu réel dans le planeur, mais certains clubs qui utilisent par exemple les services d'un kiné sur certaines activités, euh, parfois le kiné, au lieu de faire régler sa prestation, fait un don à l'association. Et dans ce cas-là, effectivement, il rentre dans les critères nécessaires de ce don-là. Si un bénévole utilise un véhicule dont il est personnellement propriétaire, il peut aussi évaluer les frais engagés en appliquant au nombre de kilomètres parcourus
un coût forfaitaire. Il peut aussi renoncer au remboursement de ses frais kilométriques. Donc, on vous a mis un document, hein, et il peut bénéficier d'un avantage fiscal au titre de l'abandon de ses frais. On vous a mis un lien vers un document et à la page 7 du document, vous avez le barème des frais kilométriques. Mais ça, on le trouve très facilement sur Internet, hein. Alors, je pense que le tableau que vous aurez sur ce document-là, c'est un tableau qui date de 2024, mais celui de 2025 doit exister aussi. Juste une remarque, il ne s'agit pas de déclarer des frais de kilomètres quand on vient voler, hein. Il s'agit Non. bien d'actions de bénévolat pour le club. Tout à fait. L'idée, c'est de demander un remboursement ou de faire un don si, par exemple, vous allez participer à un salon et que c'est votre voiture qui trimballe la remorque avec le simulateur dedans. Oui. Voilà, c'est des éléments de ce type-là. Bien sûr, c'est pas quand vous allez voler. Paul, on a l'impression que c'est du vécu. Ah bah oui. Et puis, ajouter également que l'administration fiscale, au moins j'ai eu connaissance d'une situation où l'administration fiscale a discuté le kilométrage qui était retenu par la personne. En plus. Et tous ces éléments-là sont déclarés tous les ans vers l'administration fiscale. C'est obligatoire maintenant de le déclarer. Oui, Donc on fait des tableaux et on transmet. oui. Pauline? Les congés. Alors, il existe un congé d'engagement associatif qui a été créé en 2017. Il est destiné à encourager la prise de responsabilité des bénévoles qui sont salariés du secteur privé ou agents de la fonction publique. Il permet de demander 6 jours de congé par an, fractionnables par demi-journée, pour faciliter la conduite d'activités bénévoles nécessitant de s'absenter pendant le temps de travail. Alors, ça marche plus pour les retraités, mais quand vous avez des bénévoles engagés qui sont encore en situation professionnelle, n'hésitez pas à leur faire connaître ça. C'est un congé qui peut être utilisé par le bénévole pour toute activité liée à ses fonctions d'élu, de dirigeant ou d'encadrant. Donc, ça marche aussi pour vos instructeurs et instructrices. On vous a mis un petit lien pour en savoir plus. Concernant la reconnaissance du bénévolat, on a le compte d'engagement citoyen qui offre la possibilité de façon volontaire de recenser ses propres activités bénévoles, volontaires et de réservistes pour acquérir des droits à la formation sur son compte formation. Pour ça, il faut passer par le compte asso. Donc, les activités de bénévoles, de service civique, de réservistes peuvent être inscrits dans un compte qui est créé par les personnes, qui s'appelle le compte d'engagement citoyen et qui donne droit à des sous, en fait, hein, dans la limite d'un plafond de 720 euros. Et ça permet effectivement, quand les gens en situation professionnelle ont envie de rentrer en formation, ça leur fait une enveloppe supplémentaire. Ça peut servir pour suivre toute formation éligible au compte personnel de formation et directement accessible par le bénéficiaire sur la plateforme Mon compte formation, que la personne soit étudiante, active, demandeur d'emploi ou retraité. Je ne sais pas si les retraités ont droit à la formation professionnelle et à l'utilisation du compte personnel de formation. Je n'ai pas vérifié ça. Non, je confirme que les retraités n'ont pas le droit, on perd le bénéfice du compte de formation professionnelle au moment de l'admission en retraite. Je confirme parce que D'accord, c'est bien dommage. je me suis posé la question parce que malheureusement, j'ai laissé quelques milliers d'euros à mon administration en partant, faute d'avoir en son temps utilisé ce compte de formation professionnelle. Donc malheureusement, à la retraite, il met fin. D'accord. Je vais peut-être partir plus tôt si je pars en formation finalement. Je vais peut-être. Bien, allez, la reconnaissance des bénévoles. Donc, il faut déclarer ses activités de bénévolat dans le compte bénévole qui est sur le compte asso.
Et le président du club va aussi rentrer sur le compte asso pour attester, hein, des activités bénévoles qui ont été déclarées. Donc ça marche à deux temps, hein. Alors il y a un petit délai, c'est-à-dire qu'il faut avoir été bénévole dans l'année précédente et en faire la déclaration avant le mois de juin. Mais tout ça, vous l'avez dans le compte asso. Le compte asso, en général, les gens l'ouvrent pour aller faire des demandes de subventions pour leur association. Enfin, les 50 associations qui font des demandes. Mais par contre, il y a toute une partie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur le fonctionnement des associations. N'hésitez pas à aller fouiller le compte asso. Donc, la valorisation financière du bénévolat, le bénévolat, c'est bien connu, c'est invisible. Donc, ça commence à devenir très intéressant de faire apparaître ce bénévolat en complément des flux financiers pour donner vraiment une image fidèle des ressources qui sont nécessaires aux activités développées. Et dans le vol en planeur, c'est particulièrement important parce que même si euh, on pense que l'activité s'arrête quand il est impossible de voler. Dans la réalité, vous et moi, on sait très bien que vous êtes mobilisés toute l'année pour faire du bénévolat à l'intérieur de vos clubs. Il n'y a aucun texte normatif qui fixe de barème ou de tarif pour valoriser le bénévolat. Et il y a une doctrine comptable qui propose diverses méthodes qui vont du coût horaire du SMIC à la valeur de remplacement s'il fallait remplacer le bénévole sur les compétences qu'il a développées là. Voilà. On vous a mis aussi là un lien sur la valorisation comptable du bénévolat, sur lequel vous trouverez un certain nombre d'informations. Moi, je suis toujours en difficulté pour répondre. Souvent, je dis, basez-vous sur le coût horaire du SMIC et valorisez ce coût en fonction du niveau requis pour la réalisation de la tâche bénévole. Si le bénévolat pendant une journée concerne de l'accueil, le niveau d'expertise n'est pas le même que si vous mobilisez quelqu'un sur des compétences très très expertes sur de la maintenance, par exemple, qui nécessite bien évidemment des certifications. Euh, voilà, donc en général, je conseille plutôt les choses comme ça, parce que rien n'est écrit. Et ça me semble important de rendre visible financièrement ce bénévolat. Vous savez, en bas des budgets de demande de subvention, il y a toujours une partie de valorisation du bénévolat. Il faut bien réfléchir à la remplir parce qu'un projet, en fait, dans la réalité, il coûte et il rapporte. Parce que dans ce cas-là, on valorise des deux côtés, hein. Il coûte et il rapporte toute cette activité invisible qui, s'il fallait la rémunérer, serait impossible à mettre en œuvre, en tout cas dans un grand nombre d'associations. Pauline? Alors pour compléter donc ces slides, on vous a mis en lien le droit à l'image, donc qui est nécessaire quand vous faites des photos, des vidéos, des personnes qui sont au sein du club sur la piste, surtout quand vous faites des stages ou des journées découvertes. Si vous voulez pouvoir vous resservir de ces photos, c'est indispensable de faire signer ce droit à l'image. Alors, on vous conseille de le faire signer en même temps que vous faites signer les licences, ou que vous demandez aux gens de remplir vos dossiers avec toutes les informations nécessaires donc, pour éditer leur licence. Et on vous a également mis le contrôle d'honorabilité. Donc, c'est pareil, c'est une obligation au niveau de l'État. Donc, c'est très simple. En fait, il faut simplement renseigner les informations personnelles des membres du bureau du club, donc sur les fiches EVA. Vous le verrez en fait, vous pouvez le voir déjà sur EVA lorsque vous avez un petit point d'exclamation à côté du nom de la personne, c'est qu'il manque des informations. Donc, c'est des informations qui sont à compléter pour qu'ensuite on puisse vérifier chaque personne qui a une fonction au sein des clubs
C'est pour des questions, Cécile, si tu peux Oui, me en fait, contacter. l'objectif, bon, c'est inscrit dans le code du sport, hein, donc on doit en passer par là. Une fois qu'on a fait le recueil de toutes ces informations obligatoires, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, profession, etc., on crée un fichier interne et ce fichier est ensuite partagé avec le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur pour ensuite passer au FIGES, c'est le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Si quelqu'un match au FIGES, cette personne euh, est signalée au niveau des services de l'État, au niveau du département, et la personne est priée de quitter ses fonctions car elle ne remplit pas les conditions d'honorabilité nécessaires à des fonctions d'encadrement associatif, tant sur du bénévolat que sur de l'enseignement. Chez nous, les élus du bureau, les élus des comités directeurs et tous les instructeurs doivent bénéficier du contrôle d'honorabilité. Petite précision, le FIGES, c'est effectivement une base de données, c'est un fichier judiciaire hein, automatisé avec des auteurs d'infractions sexuelles et également de violences. Hein, ça a été Oui. étendu, le FIGES maintenant, voilà. Au départ, ça a été véritablement pour les infractions sexuelles, mais maintenant il y a un certain nombre d'autres infractions qui fait que même si on se retrouve en garde à vue pour une infraction de bagarre dans un bar, rien à voir avec du sexuel, donc eh bien, on peut se retrouver avec un prélèvement d'ADN qui va venir enregistrer, en cas de condamnation, bien entendu, le FIGES, parce que c'est maintenant une infraction sexuelle et violente. Merci Jean-François. Les obligations réglementaires applicables alors EAPS, c'est établissement d'activité physique et sportive. Donc tous les lieux, tous les équipements fixes ou non fixes hein, qui organisent du sport sous forme associative s'appellent des établissements d'APS. Donc aussi bien un équipement sportif comme un stade, mais également un centre nautique, une base d'escalade est un établissement d'APS, même si le terme établissement n'est pas forcément euh, pour moi adapté, mais c'est comme ça. Et donc, ces établissements d'APS ont un certain nombre d'obligations. Donc, l'obligation d'honorabilité, on vient d'en parler. L'obligation d'organisation des secours. Attention que sur votre établissement d'APS, un tableau d'organisation des secours soit affiché et connu de tous. Euh, Dessus, bien évidemment, les numéros de téléphone des urgences, de tous les organismes qui sont susceptibles d'intervenir en cas d'urgence, SAMU, pompiers, etc. Euh, le, la trousse de secours pour les premiers secours, le lieu où elle est doit être connu de tous. Si vous avez un défibrillateur au sein de votre établissement, euh, c'est la même chose. Concernant les secours, une petite précision, la fédération est en train de travailler au déploiement d'un dispositif de formation au PSC, qui est le diplôme de premier secours. Aujourd'hui, un appel est fait aux différentes régions de façon à organiser ces formations. Soyez attentifs à ce que proposent vos comités régionaux. Regardez aussi sur le site internet la rubrique des formations. D'ailleurs, Pauline, il faut qu'on vérifie si on tient bien à jour cette rubrique des formations aussi sur le PSC. Euh, et puis,
faites connaître à l'ensemble de votre comité directeur et des personnes les plus souvent présentes dans la structure où sont affichées ces informations concernant les secours. C'est très, très important. C'est d'actualité. Autre sujet, l'assurance. Donc, l'exploitant d'APS doit souscrire à un contrat d'assurance. Vous allez avoir un webinaire. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet-là. Et puis, en matière d'affichage, il y a des obligations. Vous devez afficher les diplômes et cartes professionnelles et autres qualifications de tous les enseignants et de tous les encadrants. Vous devez afficher aussi l'attestation du contrat d'assurance qui couvre la responsabilité civile de l'établissement. En matière de déclaration d'accident, alors bon, bien évidemment, dans votre discipline, très vite, la DGAC est au courant. Je suppose que vous avez aussi des process de déclaration que je ne connais pas euh, vis-à-vis de la DGAC, mais le Code du sport impose à l'exploitant d'un établissement d'informer la préfecture de tout accident grave. Alors, en général, ils sont vite au courant, mais sachez que c'est une obligation. Euh, il faut comprendre que c'est toute situation de presque accident est aussi à déclarer. Et puis, concernant les règles particulières organisant certaines activités physiques, c'est en particulier tout ce qui concerne les activités qui ont lieu dans des environnements spécifiques comme la natation, l'escalade, le canoë-kayak, des choses comme ça. Je dis ça parce que si vous organisez des stages multisports et que vous emmenez des groupes euh, pratiquer d'autres disciplines que le planeur, euh, il faut savoir que, ils sont soumis aux mêmes obligations que les clubs de planeurs en termes d'affichage et donc vous devez vérifier leurs affichages si les règles qui concernent certaines activités sont respectées ou pas. Et donc, évidemment, si on ne respecte pas tous ces éléments-là, il y a des mesures administratives et des sanctions pénales qui peuvent émerger s'il y a un contrôle. Et il y a parfois des contrôles sur les établissements aéronautiques, puisqu'on nous a déjà sollicité pour former des collègues qui sont dans les services de l'État en région et en département, pour leur expliquer qu'est-ce qu'il faut vérifier en dehors de ça, pour s'assurer que les pratiquants pratiquent en toute sécurité. Voilà, donc ça peut arriver. Oui. Donc, l'éthique et la déontologie. Alors, Jean-François qui est là, il a déjà vu tout ça en long, en large et même en travers et même bien avant moi. Donc, l'éthique renvoie à l'existence de valeurs humaines générales et à l'idéal d'une adéquation entre vertus de l'individu et valeurs d'une société, alors que la déontologie renvoie à des règles et à des devoirs qui régissent un domaine. Il s'agit de conduite. Voilà, donc il y a des textes qui régissent le respect de tout cela. Chez nous, c'est le code du sport avec des principes qui sont ceux de la charte éthique et déontologie, qui sont écrites par le CNOSF, hein, le Comité national olympique et sportif français, et qui sont écrites aussi par les fédérations qui sont adhérentes au CNOSF. Notre fédération a une charte d'éthique et de déontologie qui est le texte de base du respect de ces éléments-là. Peut-être une précision apportée. Normalement, ces textes, si je ne me trompe pas, mais Clara n'est pas là, Clara Giraudon n'est pas là pour me confirmer ça, mais il me semble qu'on doit pouvoir les trouver maintenant sur le site fédéral, hein, tous ces textes.
que ce Ouais, soit la Pauline va charte. vous, Ah bon. ouais, Ou Pauline va remplacer très bien Clara alors. Pauline va vous expliquer tout ça. Ça va arriver. Donc, on a un code de conduite sportive qui nous concerne tous, bénévoles, amateurs de sport comme professionnels, athlètes de haut niveau, encadrants, dirigeants. Donc, l'éthique sportive, ça concerne la prévention des comportements à caractère raciste et antisémite, la prévention des comportements à caractère sexiste et des violences faites aux femmes, la prévention du bizutage et de toute forme de violence sexuelle et psychologique. Vous voyez, on met tout dedans, hein. La prévention des discriminations pour un motif religieux, la prévention de la radicalisation, de la délinquance, la prévention des violences faites aussi aux arbitres, la prévention du dopage et des conduites dopantes. Moi, j'y ajoute souvent la prévention en matière de consommation d'alcool, puisque quand je parle d'éthique et de déontologie, quand j'interviens auprès des plus jeunes et que je donne des éléments pour des briefings de compétition, par exemple, j'insiste aussi lourdement sur la question de la consommation d'alcool qui génère forcément des débordements en matière d'éthique et de déontologie. C'est la raison pour laquelle je souhaite toujours l'aborder également dans le même package. Donc, on a trois instances à la fédération. On a une cellule qui s'appelle la cellule Stop Violence, on a un comité éthique et déontologie et on a une commission de discipline dont le président est avec nous, c'est Jean-François Devalloir qui est présent et qui prendra la parole quand il le souhaite. Donc, j'ai détaillé les rôles et compétences de chacune des instances pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, on a un comité d'éthique qui satisfait aux règles qui sont portées dans le cadre du Code du sport et aux orientations et recommandations qui sont définies par le ministère. Hormis sa saisine, il ne peut recevoir aucune instruction de la part des instances dirigeantes. Il est compétent pour émettre un avis sur la recevabilité des candidatures et des nominations, entre autres quand il y a des élections fédérales. Il est compétent pour avoir accès à tous les documents qui lui permettent d'effectuer sa mission. Il peut solliciter l'intervention de la haute autorité à la transparence de la vie publique et saisir les instances disciplinaires fédérales en cas de constat d'une irrégularité et donc émettre aussi des recommandations. Ça, c'est le comité éthique et déontologie. Il est présidé par Béatrice Guerrier. Ce comité a pour fonction de se prononcer sur toutes les questions éthiques et déontologie dont il est saisi ou dont il s'autosaisit. Il rappelle les principes de bonne conduite applicables en cas d'atteinte aux valeurs fondamentales du sport. Il se base beaucoup sur la charte éthique et déontologie de la fédération. Il formule des recommandations d'ordre général pour une meilleure prise en considération de ces valeurs. C'est cette instance qui nous alerte quand il n'y a pas suffisamment de com sur le sujet, par exemple, même si on essaye de devancer ça. C'est aussi lui qui invite les organismes compétents à exercer les poursuites appropriées. Il n'a pas de pouvoir de sanction, aucunement, mais il peut saisir les instances disciplinaires fédérales en cas de constat d'une irrégularité et il émet des recommandations, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'instance disciplinaire fédérale, donc dirigée par Jean-François Devalloir, c'est la commission de discipline. C'est un organe qui est chargé de faire respecter la discipline au sein de la fédération, qui peut sanctionner des faits qui sont contraires aux règles posées par les règlements de la fédération. Et il peut sanctionner des atteintes à la réputation ou aux intérêts de la fédération ou du sport dont elle organise la pratique. Cette instance peut poursuivre toute personne licenciée ou ayant un rapport avec les activités de la fédération. Elle bénéficie de toutes les garanties d'indépendance et d'une forme de séparation des pouvoirs. Sa composition, je ne l'ai pas inscrite là. Peut-être Jean-François, tu veux nous en dire deux mots? Oui, alors effectivement,
tu m'as fait l'honneur de me citer, mais je ne suis que président de la commission de première instance, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme sur le modèle judiciaire. Il y a une première commission, on peut contester sa décision et ça va devant une commission d'appel, donc il y a une commission d'appel disciplinaire également. Donc, voilà, donc ça a été mis en place sur cette Olympiade, ça a été mis en place en février-mars 2025 maintenant, donc ça fait pratiquement un an, sur la J'entends base pas, moi. essentiellement d'un appel au C'est volontariat, Philippe hein. Baptiste de Tours. Ah, Oui, non, oui, bah, je sais pas, il y a quelqu'un qui parlait. Bon, enfin, j'en termine simplement pour dire qu'il y a une première instance et une deuxième instance. En Je première vois que instance, Jean-François parle, mais il n'y a pas de son. ah, moi ah, j'ai du son. Pour nous, Jean-François, on t'entend très bien. Philippe, il y a peut-être Oui. un problème technique chez toi, du coup. Est-ce que Paul m'entend? Parce que je vois Paul. Oui, il n'a pas de micro, il va te Ah, répondre. Oui, je t'entends très bien. bon, alors je suis désolé, mais alors, apparemment c'est peut-être au niveau de l'ordinateur qui est peut-être un problème. Je disais Yes. simplement pour reprendre rapidement, hein, pour pas faire focus trop long là-dessus, première instance et une commission d'appel où ils sont un petit peu moins nombreux que nous, mais jusqu'à présent ils ont eu également moins de travail. Il faut bien Oui, dire, hein. Donc voilà, puisqu'ils ont traité sur 2025 un dossier, on en a traité 9, je crois, sur 2025. Voilà, pour donner une ordre d'idée. Et puis, pour le reste, bah, tout ce qui a été dit précédemment, je ne peux qu'abonder dans ce sens-là, donc j'ai pas accaparé la parole. Voilà. merci Jean-François. Et enfin, on a une cellule Stop Violence. Euh, Sa mission, c'est prévenir la survenance des violences de toute nature, d'instruire tout dossier signalé, de contribuer au dispositif ministériel de contrôle d'honorabilité. En fait, elle est composée de 5 personnes qui sont en fait destinataires des premiers signalements sur une adresse mail qui s'appelle stopviolence.fr, @ffvp.fr, pardon. Et elle peut s'autosaisir ou saisir aussi bien le comité éthique et déontologie que les instances disciplinaires fédérales. Elle dispose de la liberté de signalement et de saisine des autorités externes qui relèvent de son champ d'action. Donc, on est en lien direct avec la cellule Signal Sport du ministère. On est aussi en lien direct avec les services de l'État, jeunesse et sport, donc DRAGES en région ou SDJES en département. Et puis, par l'intermédiaire de l'avocate de la fédération ou de Clara Giraudon, notre juriste, on peut aussi être en lien direct avec les services de justice. Cette cellule, elle a la capacité à travailler avec des associations d'intérêt général qui visent à l'accompagnement des victimes et on est en train d'avancer sur un partenariat avec une association qui s'appelle Colosse au pied d'argile, qui travaille aussi bien avec les victimes, qui travaille avec les victimes, mais aussi avec toutes ces institutions et qui permettra que peut-être la cellule Stop Violence ne soit pas destinataire euh, d'éléments qui soient euh, des éléments de signalement qui sont difficiles à entendre hein, quand il y a des, des plaignants ou plutôt des plaignantes. Et, l'association Colosse au pied d'argile a des personnes formées pour recueillir la parole, ce qui n'est pas notre cas, nous, au sein de la fédération. Voilà, dans la cellule Stop Violence, il y a Tina Girard de la DTN et deux élus, euh, Christophe Chauss et Alain. Son nom m'est sorti de la tête. Alain Hamon. Alain Hamon, merci Pauline. Et enfin Léa Robitzer, qui, elle, traite toute la question de l'honorabilité de ces fichiers qu'on doit remonter au ministère et qui demandent un travail colossal de tri. Voilà. Oui.
Une fois qu'on a eu un signalement, on a trois procédures possibles. On a une procédure judiciaire, une procédure administrative et une procédure disciplinaire. Sur le plan judiciaire, c'est suite à une plainte que ben, la machine judiciaire se met en route avec les services de police et de gendarmerie. Sur le plan administratif, c'est la possibilité pour nous, une fois que le signalement a été fait, euh, de, de permettre à l'État de prononcer des sanctions administratives euh, et qui nous permettent de faire en sorte que quelqu'un qui aurait une fonction de bénévole élu ou d'instructeur puisse être mis de côté provisoirement le temps que la commission disciplinaire de la fédération s'exprime et prenne des décisions par rapport aux faits qui lui sont rapportés et à l'instruction des dossiers que la commission de discipline a mis en route. Voilà, ce sont vraiment trois procédures qui sont indépendantes les unes des autres, mais qui permettent de mettre en sécurité euh, ben, les potentielles victimes ou d'autres potentielles victimes à venir, hein. C'est arrivé que une procédure ne se déroule pas suffisamment vite et que d'autres victimes émergent, alors pas dans notre fédération, mais c'est arrivé par ailleurs. Euh, voilà. J'avais autre chose en tête à vous dire et je suis en train de l'oublier. C'est parti. J'en profite moi alors pour combler le petit trou, pour dire que les trois procédures sont quand même indépendantes. On peut très bien voir, ne serait-ce que au niveau d'une procédure administrative, un éducateur sportif, fut-il bénévole d'ailleurs, hein, qui peut être suspendu, tandis qu'au niveau judiciaire, ben, éventuellement, il n'y a aucune contrainte qui lui est posée. Et puis, j'oserais dire que même au niveau disciplinaire, on a avantage ou inconvénient de ne pas être face à un problème qui est réel pour l'action judiciaire, c'est les problèmes de prescription, hein, des faits. Passer une certaine durée, on ne peut plus poursuivre, hein. Le procureur va dire qu'il y a une prescription qui est acquise et donc une infraction pénale ne sera plus poursuivie, là où, ben, au niveau disciplinaire, on peut considérer que le manquement, en termes d'éthique, déontologie, etc., le manquement, lui, il n'y a pas de prescription qui lui est opposable, donc on peut toujours le retenir. Donc c'est pour expliquer que chacune des voies a a sa propre logique déjà. Elles peuvent converger, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à une condamnation judiciaire, une sanction administrative et une sanction disciplinaire. On peut très bien aussi imaginer une prescription au niveau judiciaire qui fait qu'il n'y aura pas de sanction judiciaire. On peut imaginer également qu'il n'y ait éventuellement pas de sanction administrative, mais qui est simplement, ne serait-ce que parce que la personne ne relève peut-être pas de sanction administrative au niveau de ses responsabilités. Et puis, on peut imaginer par contre qu'au niveau fédéral, par la saisine faite soit par le comité directeur, soit par la comité éthique et déontologie, ou soit par la cellule Stop Violence, on peut imaginer que la commission disciplinaire, elle, prenne une décision de suspension ou de radiation de la personne en termes de licence. Voilà. Pour expliquer que chacune des voies est quand même, même si elles convergent et elles sont basées sur les mêmes faits en général, hein, sauf à regarder, le prisme n'est pas le même, hein, le prisme judiciaire n'est pas le prisme disciplinaire ou administratif également, mais elles peuvent converger, ces procédures, pour arriver toutes à des sanctions, mais elles ont quand même une logique chacune, voilà, qui peut faire qu'elles ne donnent pas les mêmes réponses. Oui, une autre précision, quand, une autre précision, quand quelqu'un est condamné, euh, nous, en tant qu'agents de l'État, euh, on fait une information auprès de nos collègues des autres fédérations
Par exemple, si c'est quelqu'un qui est et pilote d'avion et pilote de planeur, il est susceptible d'être actif aussi au sein de la FFA ou de la FF Plume. Et à ce moment-là, bien évidemment, on a des échanges d'informations entre nous. Soit on le fait nous-mêmes, soit on le signale à Signal Sport, donc service de l'État, qui se tourne vers la fédération pour faire ce signalement-là aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets? Ouais, juste une question entre la discipline au niveau du club et fédéral. À quel moment ça passe de l'un à l'autre? Ouais. Alors, on a beaucoup de clubs qui n'ont pas réfléchi à la création d'une commission de discipline ou dont les dirigeants ne sont pas suffisamment au fait. Euh, Certains aussi ont mis en place des commissions de discipline et sont allés au bout des procédures, à quelques-uns, mais peu. Donc on est au stade, au sein de la fédération, où on se questionne sur la formation au sein des comités régionaux, des dirigeants de clubs, pour les aider à être équipés à la fois en connaissance des textes qui existent et sur lesquels ils peuvent s'appuyer, et à la fois sur les procédures et les méthodes pour mettre en place ces commissions de discipline dans le respect de toutes les obligations de timing. C'est un peu complexe, hein. J'ai découvert ça en février, moi aussi, quand on a mis en place l'instance disciplinaire fédérale. On est à ce moment-là de notre réflexion fédérale et on essaye d'avancer le plus vite possible pour équiper à la fois les présidents de clubs, peut-être les comités régionaux si c'est nécessaire, de façon à ce que l'instance fédérale soit pas systématiquement sollicitée pour des faits qui finalement pourraient passer en commission de discipline de club ou de comité. Peut-être un complément pour simplement préciser que la commission disciplinaire qu'on a évoquée en première instance ou en appel a vocation à être saisie par trois entités: le comité directeur, enfin les membres de la direction, le comité éthique et déontologie ou la cellule Stop Violence. C'est limitatif. C'est-à-dire qu'un président de club, il va passer par une de ces trois façons de nous pouvoir nous saisir, mais on n'est pas saisi directement par un club. Voilà, c'est une première explication. Deuxième explication, on n'a pas vocation à faire de la discipline dans tous les clubs. Lorsque le club est en capacité, parce qu'il a prévu les organes nécessaires, il y a réfléchi effectivement en amont, lorsqu'il a un comité disciplinaire, il peut mettre en œuvre des sanctions disciplinaires au niveau du club, qui d'ailleurs, je le précise, ne relèvent pas, si elles sont contestées, elles ne relèvent pas de la commission disciplinaire fédérale. Hein. Si un comité disciplinaire au niveau d'un club prend une sanction et que la personne la conteste, elle ira devant le tribunal éventuellement administratif. Enfin, il y a une procédure de médiation qui passe par le CNOSF, hein, mais elle peut également aller devant un tribunal administratif contester. C'est-à-dire, pour vous expliquer que la commission disciplinaire fédérale n'est pas commission d'appel de ce qui se passe dans les clubs. Hein. La commission fédérale est saisie par les instances fédérales ou les organes que j'ai évoqués, CED ou Stop Violence. Elle n'a pas vocation à intervenir dans les clubs. Ceci dit, si le club n'a pas l'outil nécessaire ou ne veut pas mettre en place, ou parce que ça concerne les dirigeants même du club, évidemment, ils n'ont peut-être pas intérêt euh, à passer par leurs propres instances disciplinaires, et bien à ce moment-là, ça remonte effectivement au niveau fédéral, et à ce moment-là, c'est la commission fédérale disciplinaire, première instance, et en cas d'appel en seconde instance qui va avoir à connaître du dossier disciplinaire. Mais certains clubs le font plutôt bien, c'est-à-dire avec beaucoup de bonne volonté. Et ce que soulignait effectivement ce qui était souligné juste avant, c'était de dire bah, il faut donner les outils. On a parlé de bénévolat, beaucoup de bénévolat. On demande à nos présidents de clubs et à nos instances dirigeantes dans les clubs de connaître beaucoup de choses finalement. Hein. Et la difficulté, c'est effectivement peut-être là aussi de leur faire passer de l'information suffisante pour mettre en place ce genre de fonctionnement, hein, de commission de discipline au niveau des clubs.
Mais voilà, ça peut être fait. Et je rebondis sur ce qui a été dit par rapport aux comités régionaux. Pourquoi pas imaginer quelque chose à la dimension des comités régionaux qui pourraient avoir quelques responsabilités. Et c'est un souhait qu'a déjà émis la commission disciplinaire, c'est qu'éventuellement même les comités régionaux soient une instance de médiation. Ça a été une idée qui a été avancée lors de la dernière conférence des, des présidents de comités régionaux, là, au mois de novembre, décembre, je sais plus. Novembre. Novembre, pardon, oui. Oui. Ça a été de dire aussi, pourquoi pas, au niveau comités régionaux, d'envisager une instance de médiation où il y aurait un ou deux volontaires, effectivement, particulièrement motivés par ce genre d'action, hein. Le bénévolat, ça peut toucher tout un tas d'activités dans nos clubs, que ce soit la technique, mais ça peut être aussi un peu plus dans le juridique ou dans tout ce qui est réglementaire, etc. Et peut-être là, il y a une réflexion qui va certainement se poursuivre dans les mois qui viennent par rapport aux comités régionaux. Oui. Voilà. J'en dis pas plus. Excusez-moi. Merci Jean-François, ne t'excuse surtout pas, au contraire, c'est bien. C'est bien de compléter. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Alors moi, j'ai une petite question. Tu as mentionné le CNOS, le Comité olympique, comme organe de médiation. Oui. Vous avez au niveau local, vous avez aussi les GDOS et les CROSS, hein. Les GDOS au niveau des départements, les CROSS au niveau de la région. Ce sont effectivement des instances qui peuvent être des médiateurs dans le cas de situations conflictuelles au sein d'un club. D'accord. Il y a un organe particulier ou... Comité départemental olympique et Oui, mais je veux sportif. dire, au sein du comité départemental olympique et sportif, il y a une commission particulière, un bureau particulier. Normalement, oui. Oui, Le bureau de la médiation. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Normalement, oui. Merci. Plus de questions? Alors on avance. À toi, Pauline? Allez. Alors, donc au niveau de la règlement associatif, concernant les statuts et les règlements intérieurs ainsi que les commissions de discipline de club, vous allez pouvoir retrouver pas mal d'éléments dans le précédent webinaire juridique qui a eu lieu. Donc, vous avez le lien du replay juste ici. Si vous avez besoin, on vous a remis le contact de Clara Giraudon, donc la juriste de la fédération. Concernant la réglementation pour les mineurs, nous avons un webinaire prévu le 5 février. Euh, La réglementation, ouais, la réglementation pour les mineurs, c'est accueillir des mineurs en stage sportif et accueillir des mineurs en compétition. Et là, on vous fournit des outils qui vous permettent d'abord d'être dans les clous réglementaires. Alors, premier conseil, si vous organisez un stage sportif, n'ayez pas plus de 5, pas plus de 7 jeunes. À partir de 7 jeunes, pas plus de 6 jeunes, donc, puisqu'à partir de 7 jeunes, vous devez faire une déclaration du même type que les accueils de mineurs collectifs, hein, les centres de vacances, etc. Donc ça demande administrativement un vrai suivi. Cela dit, même si vous avez moins de jeunes, on vous a concocté un guide pour l'accueil des jeunes avec un certain nombre de documents qui sont assignés par les parents et par les jeunes sur des éléments de contractualisation et des éléments de partage d'organisation sur les modalités d'organisation des mineurs. Voilà, comment ils sont hébergés, où est-ce qu'ils dorment, comment ils sont nourris, etc., etc. De façon à ce que vous soyez au maximum dans les clous. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver la réglementation des EAPS. Concernant les obligations en tant qu'employeur, il y a une faute. C'est pas le webinaire du 5 février, c'est le webinaire du 29 janvier. Donc, vous aurez quand même le bon lien, il n'y a pas de souci. Donc, c'est tout ce qui est l'emploi au sein des clubs ainsi que le dispositif boosté. Et on vous a également mis les organigrammes de la fédération et de la DTN pour que vous ayez un visu sur qui fait quoi et qui contacter selon votre besoin. Et pour Alors, finir,
Oui. Ouais, alors ce sont pas vraiment les organigrammes, hein, je m'étais mal exprimée quand on en a parlé, Pauline. Ce sont des liens qui vous amènent sur le site internet, vers les pages qui donnent les portraits de chacun et chacune d'entre nous qui travaillons au sein de la fédération, soit en tant que salarié de la fédération, soit dans le cadre de la direction technique nationale. Et quand vous cliquez sur nos profils, sur nos photos, vous avez en fait la liste des missions que nous avons. Et ça vous permet de savoir le qui fait quoi au sein de la fédération. Et on est tous en appui, évidemment, de tous les bénévoles qui travaillent au sein des clubs. N'hésitez pas à nous solliciter sur les sujets. Par ailleurs, il y a des réunions d'équipe régulières, donc Pauline, elle sait ce que fait chacun. Donc n'hésitez pas, Pauline est là. Et pour finir, vous retrouverez donc le guide du bénévolat, la charte de déontologie de la fédération ainsi que le règlement intérieur. Donc, tout Euh, ça, ça vous le, sera envoyé dans les jours qui arrivent avec le replay du webinaire. Ouais. Et le webinaire juridique que vous avez en lien là vous précise de manière très très importante quels sont les textes qui vous sécurisent, hein, puisque c'était le sujet de notre webinaire de ce soir, hein, sécuriser les bénévoles, vous sécurise puisque plus vos textes sont à jour, plus vous aurez des éléments pour appuyer votre bénévolat et les raisons pour lesquelles vous prenez les décisions que vous prenez, communément en bureau, en comité directeur, mais aussi en tant que président, trésorier, etc. Voilà, y a-t-il des questions? On est fort, on a dit 19 et on a dit 1 heure, il est 19h30. Y a-t-il des questions? On vous écoute. Bien. Ah, Alors, Alain, je suis Alain Borgel là, du centre de vol à voile du Pic Saint-Loup. Pic Saint-Loup. Et donc, j'ai pas de questions parce que j'ai juste un commentaire positif. Je retrouve dans cet exposé l'application FFVP de la formation que nous avons suivie il y a un an pour la gestion des violences et des dysfonctionnements avec le président du Philippe Fricou et avec le responsable pédagogique DTO qui s'appelle Roland Gabriel. Donc tout ça, on est complètement dedans, non seulement par le discours, mais aussi par les textes, nos textes de notre association. Et évidemment que nous adhérons et nous l'appliquons. Et donc je suis content d'avoir vu ce soir que l'exposé FFVP est tout à fait conforme à la formation qu'on a eue qui concernait les associations en général, hein. Il y avait des basketteurs, il y avait toutes sortes d'associations sportives. Voilà, donc merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci, c'était très intéressant. Bah, écoutez, merci à vous. Juste une précision, Alain, moi je fais partie des agents de l'État, donc j'ai été formée de la même manière que les intervenants qui interviennent dans les régions et dans les départements sur ces sujets-là auprès des associations de toute discipline. Ouais, Et je trouve extrêmement intéressant que vous puissiez effectivement suivre aussi toutes ces formations sur vos territoires qui sont mises en place par les mhm. instances, soit les instances du milieu olympique comme l'ICDOS ou les CROSS, soit les services de l'État, SDJES ou DRAGES. Je suis désolée, j'utilise beaucoup les acronymes, mais c'est comme ça, hein, ça s'appelle comme ça. Euh, Plus vous êtes présent sur vos territoires dans ces instances-là et dans les regroupements de ces instances-là, plus vous êtes identifié et plus vous pouvez trouver des ressources aussi. Voilà. Oui, je me permets de compléter. Donc, je suis un ancien agent de l'État, je suis à la Ah, retraite, et en gérant du monde, disons, j'ai aussi, dans mon cadre professionnel, eu des tas de formations sur toutes les règles à appliquer dans ce monde. Donc, on est quand même assez au fait des choses et on essaye d'adhérer au maximum. J'ai pris quelques notes pour voir si on est bien carré, mais ouais, on a conscience de la nécessité de l'application localement. Donc, on discute pas mal à l'intérieur du club pour que tout le monde respecte les règles communes.
et c'est pas forcément simple. Tous les gens qui sont dans les clubs le savent. Voilà, donc c'est tout. Merci Alain. Peut-être juste pour avoir une confirmation, le webinaire sur les assurances qui est bien utile et qui sera le pendant, peut-être, on a parlé des responsabilités, hein, des réglementations qui s'appliquent aux dirigeants de clubs, etc. aujourd'hui. Et le webinaire assurance, il est cette semaine, je crois, c'est ça, c'est jeudi? Oui, c'est ça, Jeudi, je me jeudi trompe à pas? C'est dans la même 18h30. semaine, d'accord. C'est ça. Ben là, je crois que ça fera le pendant ou la suite, je ne sais pas Mhm. de ce qui a pu être dit aujourd'hui en termes de réglementation. Et qu'est-ce qui se passe si, par extraordinaire, l'association, le club est mis en cause, que ce soit dans un accident ou dans d'autres domaines, ou son dirigeant, enfin son président, quoi. Ouais, ouais. Ça va être un complément, effectivement, de la même manière que le webinaire sur le juridique est la base euh, de, du webinaire d'aujourd'hui. Ouais. Et effectivement, on peut confirmer, les bénévoles de club ont tellement de champs différents à aborder que plus vous êtes équipé, plus vous pouvez être alerté sur certains sujets. Et c'est important de suivre ces webinaires. Merci.